Viewpoint. Radio vibration. Et après ce son bien vénère de Slander et Maroda, on va rester dans la violence avec une première dans Q-Point, puisque ce n'est ni Rémi, ni Antoine, ni moi qui allons vous proposer une chronique sur un événement où on a été, mais c'est bien Gabi qui a été à un événement, et c'était pas tout près, c'était à Rotterdam. Raconte-nous tes aventures du côté de Rotterdam à la Prospect. Effectivement, je suis allé à la Prospect XL numéro 33, et je me suis bien amusé. Je vais vous expliquer tout ça. Donc je suis arrivé au Massilio, pas solo, car je suis arrivé tout seul à Rotterdam, mais j'ai pu capter quelqu'un sur place, Ah ouais ? un certain Baptiste. Baptiste, il est marseillais, et tout le monde le connaît dans le public Prospect. Ah ouais ? C'est un jeune homme qui a une énorme crête de punk et qui se fait aborder toute la soirée. Et quand on arrive au Massilio avec Baptiste, tout le monde nous aborde, que ce soit des Néerlandais, des Allemands, des Flamands. Je n'ai pas vu de Wallon, malheureusement, mais en tout cas, tout le monde aborde Baptiste et tout le monde le connaît. Et j'ai déjà une question. Si tout le monde le connaît, pourquoi c'est avec toi qu'il a voulu aller ? Qu'est-ce que tu as bien pu lui raconter Ben, je lui ai dit « Bonjour, tu fais une bouffe demain ?» c'est une bonne technique. C'est sûr que la vibe à la Prospect est très très chouette. Hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers toi, beaucoup de gens qui viennent parler. C'est très bon enfant, l'air de rien. Ouais, vu la musique que c'est, on s'y attend pas, mais ouais. Et donc effectivement, je l'ai rejoint 2-3 heures avant la soirée, et on est allé ensemble jusqu'au Massilio, donc, qui est un genre de hangar de grosse usine, quoi. Ça fait vraiment très Indus, très Compass à l'ancienne, en fait. Ouais. Et donc on arrive là-bas, et voilà, il se fait saluer par tout le monde. Et on va commencer à se balader un petit peu sur les scènes. Donc il y a 3 scènes à la Prospect XL. C'est toujours un peu le même type de division, mais il change un peu de nom pour les scènes chaque année. Donc la première, c'est la scène Extreme, donc qui est très orientée hardcore, Indus et compagnie. La deuxième, c'est la scène Prospect, donc qui est vraiment orientée drum and bass et crossbreed. Et la dernière, c'est la scène Revolt, qui est orientée, je vais juste dire hybride, on y reviendra. C'est celle du bas, ça. Hein. C'est celle du bas. Ouais. Donc pour vous expliquer, les 2 scènes du haut, qui sont au rez-de-chaussée, dirons-nous, sont des scènes classiques d'une soirée dans laquelle vous iriez normalement. Et ils ont un sous-sol dans ce hangar qui fait une scène qui a vraiment une dégaine un petit peu free party. Ah ouais. Donc il y a vraiment quelques nadars pour vraiment séparer le public, mais les DJ et autres, nous y reviendrons, sont au milieu du public. Et ça donne une petite vibe, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a un sound system un peu plus modeste, mais voilà, quand même quali et sympa. Il faut mettre des bouchons d'oreille, hein. D'ailleurs, sur ce système-là, vraiment, c'est... Il faut clairement mettre des bouchons d'oreille, je ne comprends pas comment on peut toujours pas le faire. Mais... Juste en 2 mots, est-ce que tu peux expliquer Prospect ce que c'est à la base ? Ouais. Qu'on comprenne la vibe globale de la soirée. Bien sûr, Prospect, c'est un label qui a une 20aine d'années et qui est spécialisé dans le hardcore, la drum et surtout la crossbreed. C'était un peu eux qui ont poussé la crossbreed à ses débuts. Donc la crossbreed, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mélange entre la drum and bass et le hardcore. Donc c'est souvent un style où il va y avoir des gros kicks hardcore assez binaires, mais entrecoupés de snares de drum and bass et de patterns un peu plus alambiqués. Donc voilà, Prospect, c'est un label, mais c'est aussi organisation d'événements. Ouais, c'est ça. Et mouvement culturel, on va développer un petit peu plus cela. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pendant cette soirée ? On commence par le set de Rabbit. Donc Rabbit, c'est une jeune star montante. Bon, il n'est pas encore très très connu, mais il commence à sortir des EP sur Prospect, sur Mad Bag Records, qui est le label de Tripped. Ouais. Et honnêtement, il est 22h et on passe un très bon moment. On arrive à 23h30 et le gars a déjà passé du speedcore. Ah ouais, c'est oh ça. là. Donc, franchement, Julien, si tu nous regardes, tu es un sacré animal. Et ça fait assez plaisir. Donc il est français, c'est un nom à suivre. Alors ensuite, directement après, Christa Bourgeois change le setup pour ne plus avoir un DJ set, mais plutôt un live set avec toutes ses machines, donc vraiment 100% live. Et Christa Bourgeois, j'aime bien ses prods, mais j'ai quand même plus de mal avec ses lives, on peut en trouver plein sur YouTube, et c'est quand même un peu fade, je trouve.
Et franchement, le fait de l'avoir là sur un bon gros sound system, celui de la salle principale de cette soirée est vraiment très très bon pour ça. Je comprends 100% que les gens surkiffent ces sets, c'est vraiment des sets de ressenti. Malheureusement, au bout de 15 minutes, on doit bouger vers la scène Revolt, donc la scène du bas, pour aller voir le nom qui me hypait le plus de la soirée. Ah ouais, donc il passait déjà relativement tôt le nom qui te chauffait le plus, ouais. C'est ça. Ah oui, KRTM l'an dernier, quand on y était, il était à minuit. Hein. Ah oui, oui, Oh, oui, ouais, oui, oui, vraiment. mais c'est ça en fait. De toute façon, on va y venir, mais il n'y a rien acheté, que ce soit du début à la fin, Ah oui. tout est incroyable. Ah ouais. Et du coup, ce nom, c'est Limewax. Donc Limewax que nos auditeurs peuvent sûrement connaître parce que c'est un peu le créateur de la Skull Step, donc vraiment une hard DNB très dark, avec des snares qui sonnent vraiment comme des casseroles, Ouais, c'est pots ça. and pans, comme on dit. Ouais. Non, c'est sûr que c'est un genre très caractérisé, quoi. Là, tu peux pas te tromper, quoi. Ah, c'est- ça, on peut pas du tout se tromper. Mais Limewax, il s'est pris un trip depuis quelques années. Il fait maintenant des sets live avec des machines. Et là, c'était, je pense, une de ses premières fois à faire des sets live comme ça sous le nom de Limewax. La veille, il était à Anvers, à la Breakcore Give Me Wood, pour faire un set aussi dans la même veine. Et là, du coup, j'ai enfin pu le voir, du coup pas pour un set de Skull Step, mais pour un set live vraiment 100% hardware qui tirait vers la IDM, un délire très très à la Haute-Taker, des vieilles Ah oui, FX ok, Twin, donc tout pas, ça. Pas du tout le Donc- Limewax qu'on a déjà pu voir, quoi. Donc Ah, moins, c'est ça. moins violent, en fait. Ouais, c'est ça. Moins violent, beaucoup plus expérimental, beaucoup plus lent, mais avec quand même des petits bruitages, des structures rythmiques, des glitches, etc., qui font vraiment penser à son style très chaotique et frénétique de drum, quoi. Donc il abandonne pas complètement ce qu'il fait, sa musique, je trouve. C'est vraiment au taker à la sauce Limewax, quoi. Donc Ah ouais. Wow. vraiment que du bonheur. Il y a un exemple de ce genre de set sur une chaîne YouTube qui s'appelle Stour Live. Ça, c'est un truc d'Amsterdam, ça. Ouais, ils font les trucs à l'ADE, ouais. C'est ça, et donc c'est vraiment des gens qui se sont passionnés pour tout ce qui est musique vraiment live, donc faite avec des machines, et qui diffusent et enregistrent comme ça des artistes qui viennent faire des sets 100% live. Donc il y a un set de Limewax sur cette chaîne que je vous recommande chaudement d'aller voir, c'est de la qualité. Alors, donc on passe un excellent moment, et on enchaîne après sur la scène Prospect pour aller voir Def Machine, qui nous a fait un set plutôt orienté neuro, très efficace. Bah voilà, c'était pour avoir ma dose de DNB, j'adore ça, donc même si c'est pas ma cam préférée dans le style, ça fait plaisir. Alors après, on bouge vers les scènes extrêmes où on a vu Sova, donc qui est une DJ libanaise, qui est une vraiment étoile montante du hardcore indus, et elle nous a fait un set. Alors, elle me hypait pas du tout, mais j'ai quand même passé un bon moment parce qu'il y avait un esprit très millennium, donc très des leads à la Fingerfist, mais tout vraiment avec des productions plus modernes. Ah ouais. Ça tapait vraiment, vraiment bien. Et après elle, venaient vraiment les stars de la soirée, Somniac One et Manuel Malin, pour un set vraiment pur art techno. Et alors là, une ambiance mais monumentale que j'ai pas vue depuis longtemps. Ça faisait Ah ouais vraiment bien plaisir. Ouais, Parce qu'on est d'accord, Manu le Malin, enfin moi à chaque fois que je l'ai vu, j'ai été déçu, quoi. Tu l'as vu à Dour cette année, toi? Il était à Dour Avec cette année KRTM, Ah oui, bah oui, ouais. je suis con. Bah ouais, j'avais trouvé ça pourri alors que j'adore KRTM. Mais Moi, ouais, j'avais je- trouvé ça excellent, mais on l'a. Ah non, vraiment, moi trouvé ça ça. excellent aussi. Ouais, moi Ouais. j'avais pas du tout aimé. Et pareil, quand on l'avait vu au C12 où là il était tout seul, j'avais pas aimé. J'avais vu une fois encore avant avec KRTM, j'avais pas aimé. Mais là, Somniac One, c'est quand même. C'est bien plus hard que de l'art techno, quoi. Tous les kicks sont C'est des de kicks l'indus. hardcore. Ouais, ah oui, c'est ça, hardcore. ouais, c'est du ouais. hardcore lent. Plutôt que de dire art techno, c'est vrai qu'on devrait dire voilà, du hardcore à 140. Et c'est clairement la vibe qu'ils ont faite, quoi. On est vraiment dans un hardcore assez lent, avec beaucoup de sonorités indus. Donc là, c'était violent, il n'y avait pas du tout l'esprit techno, comme à mon avis, tu l'as déjà vu jouer. Mais Ah ouais, bah avec KRTM ici cet été à Dour, c'était vraiment un esprit techno, quoi. Oui, totalement. Hein, ouais. Mais et quand tu dis art techno, est-ce que tu dis qu'il y avait genre des fake drops, tu vois, genre des Non, non, fake non, outs dans les non, Ah non, non, ok, En donc fait, c'est plus des art fake techno, drops, quoi. mais entiers. Donc c'est c'est pas des. Donc c'est pur art techno, c'est pas de l'art techno comme C'est on en gros écoute quand ça maintenant, commence, quoi. bah en fait ça continue comme ça. D'accord. Au lieu, ok. au lieu de faire un Donc kick. c'est de la avec vraie des art guitares techno, c'est ça, c'est pas la vraie art techno. C'est quand même plus trend, dans la quoi. vibe, je dirais, si vraiment on devait rapprocher de ce qu'on appelait art techno au moment où on a commencé à en écouter, c'est plus proche de Orgy et ces gens-là, 9-3 Sauvage. Donc voilà, ça c'était pour Somniac One et Manuel Malin, et après 45 minutes, je dois de nouveau bouger et je descends vers la scène Revolt pour aller voir Slave to Society.
Donc Slaves to Society, pour vous situer un petit peu, c'était le deuxième membre de A&D, donc les gros trucs de Art Techno. parce Ah que ouais, ça a bien changé maintenant. Eux, hein, maintenant, putain, ouais. c'est du Ah, early hardstyle je te nul, jure quoi. que je l'ai vu au Fuse, j'ai tenu une demi-heure, je me suis barré, c'était absolument horrible. Donc effectivement, maintenant c'est devenu un truc de pur Art Techno et on comprend qu'en fait ils ont à mon avis pas du tout les mêmes goûts ces deux gars-là et depuis 5 ans A n'a pas les mêmes goûts que D. c'est bien vrai. Ah, c'est vraiment pour C'est ça qu'il vraiment s'appelle pour comme ça, ouais. Parce qu'il C'est s'appelle, Andy. c'est ça, c'est Andrew Bowen, c'est Slaves to Ouais. Society et l'autre, je ne sais pas comment il s'appelle, mais soit. Et donc Slave to Society, il nous a fait un set qui était hybride live et moitié DJ set à Ableton, j'ai l'impression, donc vraiment avec une grosse structure qui était déjà préparée dans son ordi, quoi. Et il avait quand même des machines pour bidouiller des sons, pour triturer, pour générer des petits trucs, improviser un petit peu. Et c'était vraiment très très sympa, mais là j'ai quand même eu un peu de mal avec la qualité du son, où on sentait un petit peu que le sub écrasait tout, c'était un peu compliqué à ce Mais niveau-là. ça c'est vraiment le problème du live. Ils font tous des lives différents et du coup pour les ingés c'est tellement chaud parce que c'est pas comme dans des concerts de rock où t'as chaque fois une demi-heure, 1 heure pour faire les balances. Là ils s'enchaînent tous donc tu peux pas refaire des balances et ça peut poser des gros problèmes quoi. Mais je pense que tu vas reparler plus précisément du live après. Exactement, Ce c'est- concert-là dont tu parles, tu l'as vu en bas, dans la salle du bas. Dans la salle du bas, Ok, oui. donc pour situer un peu le contexte, c'est une scène où tu as grand max de 200, 250 personnes, un truc dans le genre. On avait déjà vu des lives l'an dernier, c'était Neurocore. En speedcore, le live avait pas beaucoup il n'était pas vraiment, on va dire, très impactant parce que justement le système était pas très bon en fait. C'est ça, le système pourrait être quand même mieux. Malgré tout, j'ai quand même passé un bon moment, voilà. Et ce qui me déçoit un petit peu, c'est que j'ai pris plein de vidéos et qu'en vidéo, ça rend bien, c'est quoi. sûr, ouais. Et bref, donc j'ai quand même passé un bon moment. Et juste après lui, il y a eu Schizophonic, donc qui est anglais et qui nous a fait un DJ set vraiment crossbreed, hardcore, qui était très très sympa. Et ensuite, Stasma, The Jungle Christ, le Christ de la jungle, qui nous a fait un live de breakcore très très sympa aussi. On a passé un bon moment. Et là, donc pendant ces 2 sets que j'ai pas beaucoup vendus, je commence vraiment à fatiguer parce qu'évidemment, j'arrive à cette soirée complètement sobre. Je bois du Coca Zéro et je suis fatigué. Comme les vrais. Comme les vrais. Donc, je suis assez fatigué et sur ma timetable, je compte aller voir juste après ça The Outside Agency, qui sont en même temps que Fish and Rice. Et là, Baptiste m'attire plutôt vers Fish and Rice. Voilà, il restera une demi-heure après, on ira voir The Outside Agency Ouais, qui après. est déjà un beaucoup plus gros nom. Ça même moi je connais quoi. Alors je suis moins là-dedans. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et il me tire vers Fish and Rice. Et alors là, j'ai pris la claque de ma soirée. Ah ouais. Ah oui, ma dose d'énergie est repartie. Donc, qui sont déjà Fish and Rice? Donc, c'est Elfish et Akira. Donc, Fish parce que Elfish est anglais et qui s'appelle Elfish. Et Akira, il est hongkongais, chinois. Donc, voilà, Ri. On fait des raccourcis douteux tout de suite. Mais c'est vraiment la raison pour laquelle il s'appelle Fish and Rice. Ça me hype pas particulièrement, mais voilà, on va les voir. Et donc, par quoi est-ce qu'il commence? Il commence par 10 minutes de hardcore lent, mais super turn-up, avec vraiment un côté super original, des sonorités qui... Moi, je trouvais que ça changeait vraiment. Et à un moment donné, ils ont même lâché une track, honnêtement, qui me faisait penser à un build-up de Redeem. Mais tu vois, de Redeem, un peu comme on appelle Brodim, un mélange de Redeem et de trucs un peu plus de agressifs. Brostep, ouais. C'est ça. Et donc on a tout un build-up comme ça qui fait très Redeem et qui enchaîne sur une track, voilà, à quelque chose comme 150 BPM, mais avec du gros kick et un vocal qui répète en boucle « Let him cook ». Ouais. Et là, ça pouvait pas mieux tomber, parce que juste après ce morceau, après 10 minutes, déjà le style change un petit peu, mais surtout, leur ami Bruce, donc qui collab beaucoup avec Akira, se pointe sur scène avec une poêle et un réchaud. Ah, les images que tu m'as envoyées. Ouais. C'était tout simplement délirant. Donc, le gars se fait un riz cantonais pour toute l'équipe backstage, sur scène à côté d'eux. Et c'est là que j'ai compris pourquoi est-ce qu'ils avaient été annoncés comme un set live, alors que c'était très très évidemment un DJ set. C'était un live cuisine, vraiment. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que finalement on n'est pas que dans du dark, il y a aussi du second degré en fait. C'était un set super fun, vraiment, c'est le maître mot. Je me suis marré, je me suis amusé.
vraiment ça qui a refait ma soirée, c'est que clairement, on s'attendait pas à avoir un truc aussi marrant, quoi, qui met autant le smile. Ouais. Et il était 5 heures passées, 5h30, et les gens étaient dans une ambiance, mais comme je n'ai jamais vu à cette heure-là depuis très 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 longtemps. Ah oui, ça j'imagine bien. Et vraiment, tout le monde s'amuse, tout le monde est là pour kiffer la musique. Et musicalement, comment se passent les 50 dernières minutes? C'est tout simplement du pur style à la Hellfish, donc du hardcore UK. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quand même assez rapide, assez proche du gabber dans l'esprit, mais sans tous les leads un peu fête foraine, et c'est plus des samples de hip-hop qui vont rythmer et faire varier les sets. Donc vraiment ambiance et musique super fun. Vraiment, ils ont défendu en gros leur album qui vont sortir très très bientôt. J'ai très très hâte de l'écouter, surtout pour les morceaux un peu plus lents, un peu plus originaux. Donc que du bonheur. Et alors après, on a fini avec The Outside Agency, qui était annoncé comme ID et DJ Eden, donc c'est les deux membres. Quand ils font de la drum, en fait, ils sont annoncés comme ça et pas comme The Outside Agency qui est plus hardcore. Ouais. Mais honnêtement, quand on est arrivé pour les voir, c'était The Outside Agency, il n'y avait aucun doute. Ils nous ont fait du hardcore, de la crossbreed, et c'était très sympa. Et la dernière demi-heure, classique, c'est le big boss de la Prospect, Thrasher, qui clôt toujours les soirées. Et ça, c'était très très sympa aussi. Et après, je suis rentré chez moi. T'es rentré comment chez toi de Rotterdam? Il y avait le train au matin? Alors j'ai vraiment quitté la soirée un quart d'heure à l'avance pour vite aller marcher à la gare de Rotterdam-Zuid à la fin de prendre mon Eurostar, et à 10h j'étais chez moi. Ah oui, ça va. Ouais, t'as encore, pris le train, ouais. Parce que l'an dernier, on avait pris le bus et ça nous avait pris 3 heures. Ah ouais, c'est un peu plus long, ouais. Dans le froid, c'était absolument... Effectivement, C'était là il n'y avait l'esco, pas ouais. de contrainte de budget, donc j'ai pas hésité. Et donc, maintenant qu'on a présenté un petit peu la soirée dans l'ensemble, je vais faire une petite analyse, parce que il y a quand même pas mal de patterns que j'ai remarqués depuis l'année passée, et ça s'est vraiment bien confirmé, et ça m'a fait encore plus kiffer de voir que c'est une constante, quoi. Donc premièrement, il y a un point, quand tu demandes aux gens « Qu'est-ce que vous aimez chez Prospect? Qu'est-ce que vous aimez dans ces soirées ?» Ils répondent tous « Mais c'est l'éclectisme. » Mais d'abord, il est musical, parce que comme j'ai dit, on trouve de tout. On trouve de la musique expérimentale, du hardcore, et dans le hardcore, on trouve vraiment à peu près tous les types de hardcore, de la drum, du breakcore, des trucs hybrides. Vraiment, il y a un maître mot chez Prospect, c'est la diversité. Et mais pour évidemment quelqu'un qui n'a pas l'habitude, lui il aura l'impression que tout est la même chose, c'est toujours ça le truc. Il faut trouver l'éclectisme dans... faut quand même une certaine ouverture d'esprit pour aller à ce genre de... Est-ce que t'emmènerais quelqu'un qui n'a aucune notion de musique expérimentale à une Prospect du jour au lendemain sans palier de décompression? Non, pas du tout. Et justement, on va y venir, parce que j'ai plusieurs autres commentaires sur cette diversité, justement. Mais d'abord, au-delà de l'aspect musical, il y a énormément de types de personnes. Il y a vraiment beaucoup de styles de personnes différentes. Alors déjà, il y a un type de personne qui est vraiment super représenté. Il est même fort représenté ici ce soir, c'est les métalleux. Donc tu vois vraiment des gens avec des logos Dying Fetus, Nails, Nasty, Guilt Trip, vraiment tous les métalleux se croisent, et quand on se reconnaît un petit peu les c'est vrai que là on a tous les trois un pull de métal aujourd'hui. C'est fort dans l'esprit quand même, hein, ce genre de soirée. Exactement. Et donc tout le monde se fait des big up, mais tu trouveras aussi des gabbers, donc vraiment des gens très Rotterdam, avec le crâne rasé, les vestes Adidas, le terror tatoué dans le cou, des choses comme ça. T'as les fans de hardstyle qui vont clairement à la Defcon 1 pendant l'été. Il y a des gens un peu plus casual, parce que de toute façon l'habit ne fait pas le moine. Et aussi, il y a pas mal de gens qui sont déguisés, mais pas déguisés en mode lourd, c'est vraiment, ça ramène une petite ambiance. Il y avait un gars en particulier sur la scène Revolt qui était déguisé en magicien de fantasy, et ça faisait tout, ça ramenait une petite ambiance très très chouette. Et donc voilà, au-delà de la diversité des personnes, on sent que cette soirée, elle est faite pour les outsiders. Donc ça répond à ta question de est-ce que j'emmènerais quelqu'un sans palier pour l'introduire à ce genre de musique? Non, clairement pas, c'est fait pour les outsiders. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Thrasher, donc le boss de Prospect lui-même. Ouais, c'est quoi les outsiders? Les outsiders, c'est les personnes alternatives. C'est l'underground. C'est vraiment les personnes l'underground. qui sortent du lot, quoi. Et c'est pas moi qui le dis, du coup, c'est Thrasher, le boss de Prospect,
qu'il a dit maintes et maintes fois lors de live sur YouTube et compagnie. Et en fait, lui-même, c'en est un sacré d'outsider, parce que si vous recherchez son nom sur Discogs, donc il s'appelle Gareth The Wake, vous verrez qu'il a d'abord été dans plusieurs groupes punk et dérivés, emo, trucs comme ça. Donc c'est vraiment dans l'ADN du label, c'est un gars qui a toujours été dans un délire très à part. En plus, on sent, je trouve, surtout cette année, que la scène Revolt, elle a un petit peu pour but de ramener encore plus ce côté alternatif, mais dans le sens vraiment en dehors du monde, que j'ai trouvé vraiment, comme j'ai dit tantôt, il y avait un espèce d'esprit free party, quoi. Donc au milieu d'une scène... C'est pas toujours un point positif. Et vous allez voir, je vais être un petit peu... Un petit peu taquin. Je vais être un petit peu taquin, mais voilà, cet esprit un peu free party, un peu plus alternatif, dans une soirée qui est déjà alternative, ça donne une certaine vibe, et au fil des sets, dans ce sous-sol, il y a une étiquette qui a pop dans ma tête, et pendant le set de Slave to Society, elle est vraiment apparue exactement comme elle devait arriver. Je vais donner les acronymes de IST, qui ne veut pas dire infection sexuellement transmissible, mais qui veut dire intelligent sont tough. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et franchement, j'ai vraiment eu l'impression que dans tout ce délire de cette live comme ça, le fait de vraiment faire quelque chose de très personnel, vraiment comme les gens de Free Party défendent, il y avait cet esprit de liberté, mais sauf que j'avais pas l'impression d'entendre de la musique qui a été faite par un enfant de 5 ans avec des jouets, quoi. C'est ça, c'est le même esprit, sauf que musicalement, il y a un truc qui est largement supérieur, en fait, quoi. C'est exactement ça. Voilà. Et donc ça, on va y revenir un petit peu après, à tout cet aspect de cette live. Mais ensuite, au niveau de l'ambiance plutôt, donc on a parlé de l'éclectisme, mais l'ambiance de la soirée, comme j'ai dit, j'ai pas vu le feu redescendre en fait. Dès le début, les gens sont chauds, et à la fin, les gens en redemandent, quoi. Et quand on est habitué des soirées régulièrement, que ce soit techno, art techno, tout ce que vous voulez, force est de constater que les gens, ils en ont plus rien à foutre de la musique, ils viennent pour causer. Dès qu'il est 5h du mat, ils sont tous en descente, ils en peuvent plus, ils veulent plus être là, quoi. C'est vraiment pas marrant, c'est juste un bal de zombies, une danse de pantins désarticulée, quoi. Moi, je pense, si je peux me permettre, parce que je suis allé l'an dernier à la Prospect avec toi, que je trouve que le public a été vraiment l'un des points positifs en fait de ces soirées-là, tu vois. C'est une communauté qui, moi je me rappelle, on était dans la file, la première chose qu'on a entendue, c'est quel line-up de malade aujourd'hui, tu vois. Et même ça, on n'entend plus jamais dans mais vraiment, soirée, c'est vraiment des gens qui viennent parce qu'ils adorent les noms, et que là, on parle de certains artistes sur Prospect, c'est des gars qui ont globalement 2000 écoutes sur chaque release, en tout cas certains gars de l'affiche, quoi. Et c'est vraiment au niveau communauté, au niveau c'est pas c'est pas des gens qui viennent pour se défoncer la gueule. Il y a évidemment des gens qui se défoncent la gueule, mais il y a un côté respect, un côté beaucoup moins m'as-tu vu, beaucoup moins tape à l'œil que dans les soirées techno par exemple, où les gens là n'ont plus vraiment rien à foutre. Là, les gens viennent et ils vont aller voir les concerts qu'ils ont envie d'aller voir, quoi. Ce qui est vraiment très très rare dans les déjà de 1, et quand ils sont vraiment devant les sets, mais en fait ils causent pas, ils écoutent, ils s'amusent, et c'est comme ça que ça devrait être, quoi. C'est juste la normalité, mais c'est assez rare pour le relever, quoi. C'est dingue. Et alors, effectivement, comme tu dis, il y a une certaine qualité de la line-up. Vraiment, quand je regarde cette affiche, je vois qu'il y a vraiment rien acheté, quoi. Ça veut dire que j'ai raté des gens comme Ed Rush, Pitius, Counter-Strike, ce DJ producer B2B Dolphin. Ça, c'est insane. Exactement. Bazek, donc qui est aussi un gars qui fait beaucoup de live, qui est très rare, et malheureusement, c'était en même temps que Manu le Malin et Somniac One. Et Brian Fury. Bon, franchement, dans cette soirée où il n'y a rien acheté, on n'a qu'une seule envie, c'est de faire comme Harry Potter pour sauver Sirius Black, c'est d'avoir un retourneur de temps et revenir quelques heures en arrière pour refaire la soirée, quoi. Pas mal. Non mais c'est ça, mais là, je veux dire, dans la line-up, il expliquait de Rush, l'an dernier c'était audio aussi, qu'on n'était même pas allé voir. À partir du moment où tu rates une telle légende de la neurofunk, c'est que t'as des autres trucs à aller voir qui valent plus le coup, ce qui est rare, quoi. Vraiment, là, pour le coup... voilà. Tu nous mets un petit son avant qu'on enchaîne sur la suite. Qu'est-ce qu'on se met ? Effectivement, on va mettre Rabbit Jungle Boy parce qu'il le mérite. Il a pas assez d'exposition. Ah on met ça. Et on enchaîne avec ce son de Rabbit. De quoi vas-tu nous parler ensuite ?
Eh bien, comme vous avez bien pu l'entendre, j'ai vraiment vu pas mal de sets live, et les sets live, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine tendance, il y en a de plus en plus, ou du moins on entend plus qu'il y en a, et ici, il n'y avait pas moins de 6 sets live, et la communication de prospect, sur le sujet en tout cas, elle était vraiment axés autour de live set comme argument de vente, et surtout ils étaient assez épicés. Je vais citer le post qu'ils ont fait il y a quelques mois. Alors, bien sûr, nous avons une tonne de DJ sets impressionnants prévus pour la Prospect XL, mais nous avons également programmé de nombreux vrais sets live pour cette rave de fou. Ouais. Et non, nous ne parlons pas de ces soi-disant artistes live qui jouent quelques morceaux via leurs ordinateurs portables, tout en tripotant des boutons de filtre sur la table de mixage. Ah oui, donc et en eux-mêmes, agitant des bras. eux-mêmes, ils vont les 2 pieds dans le plat, quoi. Exactement. Et donc, avant de commenter un petit peu plus cette décision, j'avais envie de peut-être définir ce que c'est un set de musique live électronique. Donc c'est une performance musicale où un artiste produit et joue de la musique en direct, en temps réel, plutôt que de simplement mixer des morceaux préenregistrés. Contrairement à un DJ set, qui consiste principalement à sélectionner et enchaîner des tracks, un set live implique souvent une plus grande interaction créative avec les éléments musicaux, parfois même en improvisant. Donc ici, on peut voir que le format d'un set live, ça peut être très fidèle à cette définition, typiquement pour les sets qui sont 100% sur des machines. Ça peut s'en écarter un petit peu plus quand on fait des sets hybrides, et parfois, comme Prospect le tease, ça devient carrément un DJ set sur Ableton ou FL Studio, où on trafique juste un petit peu de temps en temps. Donc voilà, je sais que certains d'entre vous ont peut-être des exemples de sets comme ça qu'ils auraient déjà vus, de sets vraiment DJ set Ableton. Lui, il va te dire flume. Hein. Ah oui, même, bon, de toute façon, on n'est pas derrière, donc on sait pas, mais la plupart des lives que j'ai vus, c'est à se demander ce qu'ils font vraiment. Ouais. Parce que t'entends la track telle que tu l'écoutes chez toi, donc si c'était ça, autant faire un DJ set et la jouer telle quelle, si c'est pour qu'on l'entende de la même manière. Mais de toute façon, le live, ça a quand même principalement de l'intérêt pour de la musique répétitive, en fait. Typiquement en techno et même ici en hardcore, enfin globalement c'est de la musique répétitive, puisque là, là l'idée c'est que tu sépares tes éléments principaux, on va dire les percussions, les basses, les mid et les high, quoi, et c'est elle que tu fais varier de manière répétitive, tu fais varier le kick, tu fais, etc. Et donc là, en ce sens, le live te permet d'improviser en fonction des réactions, mais c'est vrai que Flume, vu qu'il y a un couplet, un refrain, une meuf qui chante, il n'y a pas vraiment... Écoute, à part si tu leur fais avec des instruments, et ça c'est une autre manière de faire du live, comme Chase Status ou Netsky, où là ils refont les musiques avec des instruments de musique, et alors là c'est... Mais là on n'a même pas besoin d'expliquer, puisque là il y a vraiment les instruments directement devant nous, quoi. Yes. Ouais, attends, moi je pense que dans les lives que j'ai vus c'était en trance, et du coup je me suis souvent posé la question en mode, oui, quelle est la plus-value en fait. En trance c'est répétitif. Oui, mais c'est... mais littéralement, la structure elle est claire, quoi, tu vois. Ouais. Genre les sons uplifting trance, ça change pas énormément. Il change pas énormément dans le live, quoi. Par exemple, Giuseppe Ottaviani, que j'ai déjà vu qui est en live à chaque fois, la plus-value n'est pas toujours perceptible, quoi. Ouais, j'imagine bien, voilà. c'est sûr. Ouais. Donc effectivement, ça c'est ce que Prospect critique, et du coup ils nous ont offert, comme tu dis, des sets live qui ont plus de valeur dans ce milieu de la techno et du hardcore, où justement on voit de plus en plus de sets live. Et donc, pour pousser un petit peu mon analyse du sujet, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec 2 personnes. Donc une personne que vous connaissez bien, c'est Tom, qui a Mesomorph. Ah oui. Donc lui, vous le connaissez bien. C'est un artiste basé sur Bruxelles. Techno. Et j'ai pu m'entretenir surtout avec Limewax, donc ce fameux prodige ukrainien de la Skull Step. Ah, il est ukrainien. Ouais, il est ukrainien, effectivement. Basé aux Pays-Bas, mais ukrainien. Ouais. Et donc, je les remercie très chaleureusement pour leur réponse, c'est vraiment super sympa, et on va débriefer un petit peu tout ça. Donc déjà, on va essayer d'expliquer un petit peu cette tendance, d'où elle vient. Alors selon Limewax, la première explication de cette tendance, c'est juste qu'il y a de plus en plus de contenu vidéo sur Internet où on voit les gens en faire, en fait. Et donc, les gens qui voient ça sont de plus en plus au courant que ça existe, ont peut-être de plus en plus envie de s'y mettre juste parce qu'ils sont au courant que ça existe. Ça leur donne envie de vraiment faire de la création personnalisée devant un public. Et Mesomorph, il est vraiment d'accord avec cette analyse, mais lui, il est plus nuancé, il dit qu'en fait, ça a juste toujours existé et que maintenant, c'est juste un peu plus visible. Mais selon lui, les DJ sets aussi, il y en a toujours eu à peu près autant et ils sont juste plus visibles. On peut en penser ce qu'on veut, mais effectivement,
on a toujours vu des sets pure live et on n'en faisait pas tout un fromage, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine tendance, quoi. Et donc toutes ces vidéos, elles sont apparues surtout pendant le Covid, j'ai l'impression. Par exemple, LimeWax, il a un petit peu explosé pendant le Covid avec un live sur Prospect Radio, qui est donc la chaîne YouTube de Prospect, où il faisait du live comme ça à la au Taker, et ça a vraiment surpris les gens. Et quand il a vu l'engouement que les gens portaient à ce qu'il faisait là comme ça, il s'est dit ok, il faudrait peut-être que je m'y mette un petit peu plus, et voilà, ça a très très bien abouti visiblement. Et alors là où je me posais une petite question, j'avais une certaine hypothèse. Pour moi, il y a un facteur un peu plus macro dans la scène électronique qui fait qu'il y a un essor du live. Et alors, j'ai pas du tout eu les réponses que je pensais entendre. Donc pour LimeWax déjà, en fait c'est surtout l'accessibilité du hardware qui fait qu'il y a autant une mode. Donc maintenant, trouver du low cost qui fait vraiment très très bien le travail, c'est de plus en plus facile. Il y a de plus en plus d'émulation sur tablette, sur ordinateur, on peut vraiment en faire dans son lit. Et donc les personnes qui ont vraiment envie de s'y mettre, elles vont s'y mettre. Pour Mesomorph, c'est exactement la même réponse, hein, c'est vraiment la démocratisation des machines à travers des formats de plus en plus simples, où on peut acheter plusieurs marques et les utiliser ensemble. Et aussi le fait qu'il y ait de plus en plus de ressources sur YouTube pour juste apprendre à les utiliser. En fait. Les tutos. Des tutos. Et alors mon interprétation personnelle, pour le coup, est un peu plus méta, mais c'est qu'à une époque des réseaux sociaux, comme on vit maintenant, les DJ font de plus en plus de promos en vidéo, où on les voit en train de mixer devant la foule, en train de faire les kékés. Et souvent les morceaux qu'ils jouent, c'est pas les leurs. C'est ceux de plus petits artistes qui ne vont pas créditer. En tout cas très souvent. On pense à certains et certaines, on va pas les citer, mais qui ne citeront jamais en légende le producteur qu'ils ont utilisé pour faire leur pub, quoi. Ah ouais, il y en a vraiment. Enfin, ils mettent pas, parce que je vois parfois un Hate Models, quand il met des drops sur Insta, il met pas en bas les tracks qu'il joue. En dubstep, ils le font systématiquement. En dubstep, ils le font systématiquement. Quand ils mettent des vidéos de live, il y a tout de suite track 1. Mais surtout qu'en fait, ça. en dubstep, quand un gars énorme, genre Excision, joue des tracks de mecs plus petits, on parle notamment de Cybertron à l'époque, là toute la communauté est derrière et fout la tracklist directement 2 jours après. C'est pas le cas en techno, vraiment pas. Non, mais même, je veux dire, sur les posts Insta, j'ai l'impression que globalement, mais faudrait que je revérifie, mais peut-être ils mettent les vidéos sans mettre la J'ai l'impression qu'il n'y a pas cette tendance-là en techno. Après, l'air de rien, il y a un gars qu'on avait déjà booké à l'époque qui s'appelle Osmos. Lui, dès que ses tracks sont joués par des gros gars, il le sait, il partage la vidéo. Ah donc, la plupart des petits font ça, Ouais, ils partagent les vidéos, mais ils se font quand même pas créditer, donc d'une certaine façon... Et alors, voilà, moi, mon analyse, du coup, pour les raisons de cette tendance au live, elle va être d'un côté très marxiste. C'est que, en vrai, les petits producteurs, s'ils font du live, ils se réapproprient quelque part le fruit de leur travail. Ils font tout simplement de la musique en direct qu'un DJ ne pourra jamais voler. Mais de l'autre, elle est ils pourront toujours jouer leurs tracks qu'ils ont release, quoi. Bien sûr, mais il y a quand même une certaine exclusivité au fait de jouer en live, quoi. Ouais. Et ça, quand ils ont un style bien précis, c'est quand même difficile de le retrouver dans un DJ set, surtout si le gars a vraiment une identité comme Christa Bourgeois, quoi, par exemple. Exactement, c'est un peu l'esprit. Elle est vraiment connue que pour ses lives, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que ça a été un peu son gros argument de vente, parce qu'au final, ça reste du hardcore indus, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus original. Mais ce qui l'a vraiment démarqué et qui fait que maintenant tout le monde la connaît, c'est elle avec ses grosses machines qui fait du live. Quoi. Et alors de l'autre, l'analyse un peu plus libéralo-libérale. Donc même les gros producteurs en soi gagnent à avoir un monopole de la musique qu'ils jouent. S'ils jouent des sets qui sont remplis d'exclus parce que tout simplement ils ont improvisé ou qu'ils les modifient à leur sauce en live, ça pourra déjà avoir l'effet que ils auront un style peut-être plus singulier, ça les poussera à faire quelque chose de différent. Et tout ça, ça me fait vraiment penser à la décision récente de Paula Temple qui n'en peut juste plus de l'uniformisation de la scène. Je sais bien que vous en avez discuté récemment. La semaine passée, ouais. On a sorti la vidéo aujourd'hui quand on tourne, en l'occurrence jeudi. Effectivement. Donc ça m'y a vraiment fait penser, et pour moi, vraiment ce facteur des artistes qui veulent se différencier et s'éloigner un petit peu de ce monde du DJ set
j'ai l'impression qu'il y a un petit début de ça, peut-être même inconsciemment. Bah, le truc, c'est qu'en fait, à la base, il y a un tabou avec ça. Hein. Les DJ, en fait, à la base, artistes électro, DJ, producteurs, on faisait pas trop la différence, quoi. En gros, c'était des DJ. On disait Tomorrowland, c'est le festival où il y a des DJ. Mais en fait, c'est plutôt des producteurs. Et en fait, à la base, le DJ, il joue pas ces tracks. Deadmau5, qui est un des premiers à avoir fait quelque chose qui ressemblait à du live, s'était fait taper sur les doigts pour ne faire des sets où il y avait que ses musiques à lui et pas les musiques des autres. Il s'était fait taper sur les doigts pour ça? Oui, mais surtout, je te parle de la fin des années 2000, c'est quelque chose qui ne se faisait tout simplement pas. Alors après, dans les années 2010, où les DJ sont vraiment devenus avant tout des producteurs, avant des DJ, ce tabou est un peu tombé, mais ça reste quand même dans les mœurs. Quelqu'un qui fait de l'électro ne jouera pas que ses tracks, et c'est ça le principe, en fait. Et donc finalement, même dans un live, parce qu'on va dire par exemple Aphex Twin, c'est quand même un live, mais il y a plein de sons pas à lui. Ah oui, il avait tapé du EPROM et du Gene Jones à l'époque. Ouais, c'est ça. On va clairement y revenir sur les lives d'Aphex Twin. Ça va être vraiment la toute fin de cette petite chronique, parce que j'ai eu des avis aussi intéressants là-dessus, qui vont rejoindre un petit peu, qui vont un peu boucler la boucle avec les lives de Flume. Ok, donc ça c'était vraiment pour les raisons de cette tendance. Maintenant, on peut souvent émettre une critique avec les lives, c'est le ressenti musical et sonore, surtout. Souvent, ça sonne pas assez impactant, en fait. Parce qu'il faut faire des balances. Ouais. Ce qui ne se fait pas en soirée électro. Exemple clair, l'an dernier, KRTM, où là, ça sonnait pas assez bien. Alors que c'était incroyable, mais... Tu parles de... À la Prospect, Non, mais là, c'est... Justement, le set qu'il a fait là était plus proche d'un DJ set que d'un vrai live. Hein. Il joue sur Ableton des tracks qui sont déjà... Donc c'était... Ouais, ok, c'était pas... Non, ok, ouais. Mais en tout cas, voilà, souvent, effectivement, il y a un problème de balance, parce que là, le gars doit à la fois improviser et en même temps faire un peu les balances, donc il doit s'occuper de la partie technique et artistique en même temps, c'est pas évident. Donc ça, Mesomorph, il est fort d'accord là-dessus. Il y a un trade-off malheureux entre le côté improvisé et la qualité du son. Forcément, t'es en DJ set, tu joues une track masterisée, donc elle va forcément pulser. Exactement. Et les live hybrides à la 9x9, ils le font plus trop, mais c'était fou. Comme ils faisaient du live, ça sonnait comme le cul, ils passaient en DJ set, boum, tu prenais 10 dB d'un coup et ça pulsait 10 fois plus. C'est vrai que ça se demandait pourquoi ne pas faire tout en DJ set à ce moment-là. C'est clair. C'est ça, vraiment. Et L'iMax, c'est la même analyse que toi, du coup, c'est que en fonction des genres, surtout pour des styles comme la techno et le hardcore où ça tape, malheureusement, il y a des niveaux de compression qui sont tels que tu peux juste pas rivaliser, quoi. Et donc, ça, c'est déjà pour le niveau qualité sonore. Bon, en fonction du style, si tu fais quelque chose de plus expérimental, plus IDM, c'est un petit peu moins grave. Ouais. Parce que tu peux quand même avoir du ressenti, c'est quand même des styles un peu plus aérés. Moi, j'ai déjà entendu des live de fou avec un son de porc, hein, donc c'est tout à fait possible. Effectivement, c'est possible. Et alors, niveau ressenti musical, parfois on peut trouver que c'est quand même fort répétitif ou alors fort minimaliste. Là, on parlera plutôt des lives qui sont plus proches du son de teuf, mais il y a des lives techno qui peuvent aussi sembler trop minimalistes. Et alors là, Mesomorph, qu'est-ce qu'il en pense? Il nous dit que c'est justement une force, c'est qu'un artiste qui est bon, il va pouvoir utiliser ce minimalisme pour vraiment ramener de la subtilité dans le set, pour vraiment prendre son temps, ramener... La coupe à la maison. Oh non, je me suis trompé. Je saigne des oreilles. Et alors, dans d'autres cas, ça peut être juste un manque d'expérience où le gars sait juste pas sortir exactement le son qu'il veut et ça fait un peu capoter l'intérêt du live, quoi, parce qu'il va prendre trop son temps et alors ça va se répéter, être trop répétitif. C'est quand même plus rare, quoi. Ouais. Et alors, pour finir, la question un peu touchy que j'ai posée, alors, effectivement, quand on voit certains lives qui sont des DJ sets sur Ableton où tu dois juste même plus faire de transition, mais qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée de faire ce genre de set? Et alors, on a discuté tout à l'heure de Flume, où tu as l'impression juste d'écouter l'album. Ça, on est tous d'accord pour dire que c'est quand même pas terrible. Et là, moi, s'il pense pas tout noir ou tout blanc là-dessus, il trouve juste que c'est une approche qui est en fait juste pas du tout encore assez exploitée à son maximum. Et il prend justement l'exemple de Aphex Twin, qui fait en fait ce qu'on pourrait clairement appeler un DJ set à Ableton, mais qui le fait avec tellement des mash-ups, des placements bizarres, des effets bizarres,
mais qu'en fait, t'as l'impression d'entendre une pièce musicale complètement différente, quoi. Et qui pulse. Parce que quand il joue la track de Jay Jones en breakbeat, il joue la track de Jay Jones, mais il l'amène pas comme la track de Jay Jones originale. Et en fait, je sais pas ce qu'il utilise, mais il arrive à mettre soit des pads d'autres choses par au-dessus, ou de mettre des... Vu que c'est... En fait, aussi, lui, il a quand même l'avantage, c'est que vu qu'il fait de la musique qui break, bah, il peut mettre des effets de brrr, des trucs, et que ça sonne bien, puisque ça break déjà, donc ça choque pas, quoi. Enfin, ça choque pas. Si, ça choque, mais c'est le but. Donc forcément, il arrive à transformer des musiques qui existent déjà. Et donc là, ouais, ça fait une dinguerie, quoi. C'est sûr. Effectivement. Et donc, tout ça conclut d'une certaine façon tout ce petit raisonnement et cette petite interview. C'est un petit peu un mélange des deux. Et donc, je remercie encore Limewax et Mesomorph d'avoir participé à la chronique. Ça fait vraiment plaisir. On les remercie. Ouais, merci à eux, ouais. Et du coup, pour clôturer, on s'écoute un morceau de ton choix. On va s'écouter un petit morceau de KRTM, qui est... Voilà, c'est un morceau enregistré, mais qui a été tiré vraiment d'une session live complètement hardware, et qui s'appelle Chirurgica Plastica Drip Mix. Ah bon, on se met ça tout de suite.